Donc du coup, bonjour, je m'appelle Alexia et donc voilà, je suis doctorante en sociologie à l'Université de Bordeaux. Et moi, pour ma thèse, je m'intéresse à l'apprentissage et l'apprentissage et la mise en pratique des scripts du consentement dans les relations sexuelles les plus routinisées, les plus quotidiennes, chez les 18-25 ans. Donc moi, c'est vrai que quand on m'a proposé d'intervenir lors de cette journée, j'ai dit oui parce que le lien drogue et consentement me semble particulièrement riche à creuser. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte qu'en dehors du consentement sexuel, j'avais pas tellement d'éléments ou de connaissances sur le champ des drogues. Du coup, j'ai essayé de relire les entretiens dont je dispose donc dans le cadre de ma thèse qui est en cours. Donc les entretiens, il y en a vraiment peu. Et sur les entretiens sur lesquels je me suis basée pour effectuer mon mémoire de recherche en Master 2. Donc des souvenirs que j'avais quand on avait abordé les questions de consommation de drogue et de consentement sexuel. Donc globalement, je m'appuie sur un panel d'environ 30 personnes, hommes et femmes. Parmi les personnes dont je dispose, donc il y a 30 personnes, mais j'ai plutôt préféré m'intéresser, en tout cas les récits dans lesquels il y avait consommation de drogue et sexualité, c'était plutôt dans les récits hétérosexuels. Donc c'est des personnes blanches, françaises, de 18 à 30 ans, valides, et plutôt de classe moyenne sup, on va dire, qui habitent à Bordeaux et en Lozère. Et en Lozère, j'ai fait des entretiens avec des personnes qui habitent à Mende, donc qui est la préfecture de la Lozère, et la plus grande ville avec 12 000 habitants, soit dans les villages aux alentours, donc avec une comparaison centre ultra-urbain avec Bordeaux et un peu plus un espace beaucoup plus rural pour le coup. Et du coup, moi, les récits que j'ai identifiés sur le lien drogue-consentement concernent tous l'alcool. Donc je ne parlerai pas des autres drogues qui ont été mentionnées auparavant, mais que de l'alcool, ce qui n'a pas forcément été abordé avant, donc ça peut être complémentaire. Et du coup, pour relier justement l'alcool, le consentement et le thème de la ville, qui était le triptyque qu'on voit aujourd'hui, enfin, un triptyque qui m'intéressait, du coup, moi, je me suis centrée sur les contextes festifs, plutôt privés, ou qui deviennent privés, c'est-à-dire que plutôt des fêtes qui vont commencer, qui se déroulent soit au domicile d'une personne, soit qui vont commencer dans des bars, dans des lieux publics, donc plutôt des bars, et qui se poursuivent dans un espace privé, avec la notion, alors je ne sais pas si j'emploie les bons mots, pareil dans les études géographiques, mais on pourrait dire avec une sorte de mouvement du public vers le privé, donc que ce soit au sein d'une même maison, deux personnes qui vont s'isoler dans une pièce dans l'optique d'avoir une relation sexuelle, ou dans les bars, ça va être le moment convivial, festif avec des amis, puis des personnes pareil qui continuent la soirée au domicile des personnes rencontrées. Et du coup, dans cette présentation, moi, je propose de réfléchir à comment l'alcool a un effet sur le consentement sexuel, et non pas comme il est habituellement questionné en tant que produit qui va venir altérer le comportement de manière individuelle, mais comment, justement, ce passage d'un lieu festif à un lieu privé, ou en tout cas intime, va placer les personnes dans un scénario culturel où la suite logique du script à jouer, c'est une interaction sexuelle. Ce qui peut alors créer ce qu'on peut nommer une zone grise, c'est-à-dire la non-concordance entre le fait de consentir à une relation sexuelle et l'envie véritable de réaliser cette relation sexuelle. Et du coup, le fait d'aborder mon sujet des pratiques du consentement sexuel par le biais des situations festives alcoolisées, ça m'a aidé à renforcer une hypothèse que j'envisage depuis un petit moment, et à savoir que justement le consentement sexuel est une interaction
qui se déroulent dans un cadre contextuel, là où jusqu'à présent je m'étais plutôt intéressée à l'action en elle-même, aux pratiques réellement, sans prendre en compte l'espace dans lequel elles se déroulent. Donc doublement merci pour cette invitation. Donc je précise que les personnes dans lesquelles, enfin les récits que j'ai identifiés, ce ne sont pas des personnes qui consomment de manière régulière. Donc c'est vraiment sur un cadre festif. Et les témoignages dont je dispose ne sont pas quand même tous... ne concernent pas tous des zones grises suivant une prise d'alcool. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de me centrer là-dessus, mais il y a beaucoup d'enquêtés aussi qui considéraient que il et elle avaient consommé de l'alcool et que ça n'avait pas altéré leur consentement. Et du coup, les récits sur lesquels je me suis centrée, donc, où les lignes du consentement et du non-consentement sont un peu plus floues, c'est essentiellement des femmes qui me les ont racontées. Du coup, j'ai pas du tout consulté toute la littérature existante sur ce sujet pour construire cette présentation, mais je me suis essentiellement basée sur un article de 2020 dans lequel il y a des chercheuses en sciences sociales qui font un état des lieux des recherches en sciences sociales qui s'intéressent au croisement drogue-consentement. Et donc elle montre, enfin, ça se rapproche de ce que Sarah disait dans leur présentation, c'est que les trois thèmes les plus abordés dans ce champ de recherche, c'est en premier l'aspect désinhibant de la prise de drogue, ce qui va entraîner une conception davantage sexualisée de soi-même et de l'autre, et notamment une vision genrée, parce que les hommes vont avoir tendance à considérer les femmes usagères comme davantage disponibles, ce que tu disais, et ce d'autant plus lorsque les hommes sont eux-mêmes intoxiqués. Le deuxième thème, c'est les recherches qui vont montrer que la prise de drogue altère les choix, les décisions dites rationnelles, et notamment en ce qui concerne le choix des pratiques sexuelles et les risques qu'elles peuvent comporter. Puisque les corps sont un peu moins sensibles, etc., donc on peut avoir tendance à expérimenter des pratiques sexuelles dont on n'a pas l'habitude, voire qu'on refuse en étant sobre. Voilà. Et le troisième thème qu'elles ont identifié, du coup, c'est des travaux qui s'intéressent à la manière dont les prises de drogue vont réduire les capacités à exposer clairement sa volonté ou non de s'engager dans une relation sexuelle, voire parfois complètement immobiliser les personnes, et donc les rendre incapables de repousser physiquement quelqu'un si nécessaire. Donc, juste une définition des termes, donc ce qu'on appelle consentement à la sexualité, moi je retiens une définition qui est communément admise dans les recherches, surtout anglophones, sur le consentement. Donc c'est l'idée que le consentement à un acte sexuel, c'est la communication verbale ou non verbale librement donnée de la volonté d'une personne à s'engager dans un acte sexuel. Donc là, on ne se préoccupe pas forcément des motifs qui viennent alimenter cette volonté, mais on s'attache au fait qu'elle soit librement communiquée. Et généralement, plutôt dans l'imaginaire collectif, on va considérer que s'il y a consentement, c'est qu'il y a eu du désir sexuel. Or, justement, dans mes recherches, je vois qu'on peut très bien consentir à une relation sexuelle sans pour autant la désirer, et sans pour autant qu'il n'y ait eu de contrainte de la part du ou de la partenaire, mais plutôt parce qu'il y a une forme de conformité aux injonctions à la sexualité. Et c'est donc ça qui se retrouve derrière ce terme de zone grise, puisque ces expériences de la sexualité consentie mais non désirée se trouvent en dehors de la grille habituelle qu'on a pour réfléchir aux questions de consentement. C'est-à-dire que généralement, on va considérer que c'est une question de volonté, donc soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est consenti, soit c'est un viol.
Et moi, dans mes recherches, la majorité des personnes qui ont consenti sans désir ne cadrent pas leur expérience comme étant un viol. Et du coup, elles se retrouvent un peu dans ce flou-là, dans ce gris-là, de ne pas savoir comment appeler les expériences qu'elles ont vécues, puisqu'il y a très peu de représentations, tant légales que culturelles, sur ces expériences assez communes, assez banales dans la sexualité, finalement. Et du coup, voilà, cette appellation de zone grise, ça permet aussi de parler d'un continuum du consentement qui se veut bien plus fidèle, et en tout cas qui permet l'ambivalence qui existe dans les relations sexuelles. Donc du coup, selon cette grille des violences sexuelles, on va observer tout ce qui pourrait venir contraindre la libre volonté d'une personne à donner son consentement, ce qui va caractériser le viol, donc, c'est-à-dire la menace, la contrainte, la force ou la surprise. Et l'usage de drogue, bien que non défini dans la loi, est considéré comme pouvant altérer le discernement d'une personne, donc la rendre incapable de consentir. Mais du coup, l'usage de drogue, il est seulement mentionné lorsque le crime de viol a été déjà identifié par la justice. Il va être l'alcoolisation va être, ou en tout cas la prise de drogue, va être juste un élément aggravant ce crime, donc va juste, entre guillemets, élargir la peine, en théorie. Et d'ailleurs, en 2016, dans un rapport du Haut Conseil à l'égalité, il y avait une proposition pour que l'élément de surprise caractérisant le viol soit défini comme que la surprise prévue par ces dispositions soit constituée dès lors que l'auteur des faits a usé de manœuvres destinées à surprendre le consentement de la victime ou à profiter de l'impossibilité physique ou psychique de la victime à manifester son absence de consentement, y compris lorsque cette impossibilité résulte d'un comportement volontaire de celle-ci, tel que la consommation d'alcool, de médicaments ou de substances stupéfiantes. Donc cette proposition de loi n'a pas été retenue, mais on voit bien quand même ici le lien qui s'opère dans l'imaginaire institutionnel entre la consommation de produits psychoactifs et l'impossibilité d'être acteur ou actrice conscient ou consciente de sa sexualité. Et dans le même temps, il y a quand même un fort imaginaire culturel, voire historique, entre la consommation de produits psychoactifs aphrodisiaques et, dans le but justement d'améliorer les performances sexuelles, donc qui peut aller de l'usage de plantes ou d'aliments non modifiés jusqu'à l'invention du Viagra. Donc voilà, on est dans un double discours où à la fois de manière culturelle, les drogues sont considérées comme les drogues de manière quand elles ne sont pas surconsommées. Donc les drogues vont être considérées comme bénéfiques pour booster la sexualité, pour explorer les possibles, pour rendre plus performant, se décontracter. Et à la fois, dans le cadre juridique, il y a l'idée que la consommation de drogue vient quelque part vicier le consentement sexuel. Donc moi, dans mes entretiens, j'ai trouvé 2 cas de figure où l'alcool intervient dans les zones grises. Et donc la première, c'est en tant que produit qui va rendre supportable les zones grises, donc les relations consenties mais non désirées, dans le cadre d'injonction à la sexualité conjugale. Et le deuxième cas de figure, c'est lorsque l'alcoolisation facilite les zones grises dans le cadre d'injonction à la sexualité festive. Et finalement, en fait, on retrouve le découpage assez habituel d'un côté la sexualité dite reproductive, de l'autre la sexualité dite récréative. Donc dans le premier cas, ça va plutôt se rapporter au thème justement de l'alcool comme modificateur de comportement individuel. Donc on va retrouver des témoignages de femmes qui profitent des effets de l'alcool qu'elles ont eus dans une soirée alcoolisée auparavant. Et donc quand elles rentrent chez elles vont profiter de ces effets alcoolisés pour quelque part accomplir le devoir conjugal.
Donc ça se présente surtout dans des situations où l'absence de relations sexuelles a déjà été mentionnée par le partenaire généralement en des termes de reproche. Donc c'est l'idée que faire du sexe sous alcool va alléger un peu le sentiment, ou en tout cas va réduire le sentiment de contrainte, d'être contrainte à faire du sexe. Je ne sais pas si c'est très clair. Et aussi, ça représente quelque part un soulagement dans le sens, là, c'est un peu triste à dire, mais... Enfin, c'est triste, bon, bref. Voilà, dans leur récit, c'était vraiment, je profite de ce moment où je suis alcoolisée, comme ça, j'aurais pas à le faire... de manière proche, quoi. En gros, j'ai du sursis jusqu'à la prochaine relation sexuelle. Et du coup, ça se confirme aussi parce que les enquêtés hommes, donc eux, ne me racontaient pas de tels récits. Par contre, ils me racontaient que lorsque leur compagne était alcoolisée, effectivement, elle était davantage dans une optique de faire du sexe. Et donc, qu'ils saisissaient un peu l'occasion à ce moment-là. Et du coup, moi, je trouve ça assez intéressant aussi à voir, puisque lorsque l'homme, le partenaire, n'est pas alcoolisé, c'est là que se pose la question de son propre consentement, quand une femme arrive pour justement initier l'interaction sexuelle avec lui, donc avec un décalage un peu en termes de sobre et d'alcoolisé, et en posant la question sur le consentement des hommes à cette initiative qui est quand même généralement très physique. Enfin, les femmes me disaient que voilà, c'était un peu un côté où elles allaient sauter dessus, comme ça... il n'y avait pas ce jeu de séduction, c'était beaucoup plus direct. Et les hommes me disaient, en fait, comme elle n'en a pas souvent envie, moi-même si j'ai pas envie sur le moment quand elle me saute dessus, j'y vais quand même parce que c'est l'occasion, et la question du consentement se pose un peu moins. Du moins de l'envie se pose un peu moins. Et du coup, il y a aussi des femmes qui vont profiter de leur alcoolisation pour réaliser des pratiques dont elles n'ont pas envie habituellement. Et ce qui revient souvent, c'est la sodomie et la fellation, parce qu'elles justifient ça parce qu'elles savent que ça fait plaisir à leur partenaire et qu'avec l'alcool, leur corps déjà est moins sensible à la douleur, parce qu'elles présentaient ça, notamment la sodomie, comme étant une pratique douloureuse, mais aussi parce qu'il y a une forme d'éloignement par rapport aux normes d'une sexualité qui serait considérée comme rabaissante. Donc un peu cet éloignement avec la figure de la putain. Donc voilà, donc avec cette première zone grise, là on voit que l'alcool, c'est pas ce qui crée la situation, mais c'est un élément qui vient soulager la tension, ou en tout cas la zone grise qui est finalement, elle, créée par les injonctions à la sexualité conjugale qui ont été intériorisées, et ce sont elles, finalement, qui viennent heurter la libre volonté de la personne. Et dans la deuxième zone grise, on va voir du coup comment l'alcool contribue aux injonctions à la sexualité festive, mais pour autant qu'il ne les crée pas non plus. Donc c'est l'association de l'espace festif à un espace de séduction qui pose un cadre dans lequel les scénarios sont sexualisés, et donc les attitudes des personnes dans ce cadre festif sont interprétées via un script spécifique. Donc ça, c'est le concept de script sexuel d'un sociologue qui s'appelle John Gagnon, qui dit que pour reconnaître une situation comme étant sexuelle, les humains et les humaines vont se référer non pas seulement à leur ressenti de désir, mais à un ensemble d'éléments culturels et interindividuels qui vont donner des indices sur le rôle à jouer. Et on peut aussi retrouver sur la vie quotidienne ce concept selon le concept de cadre du sociologue Erving Goffman, sauf que le script sexuel est
spécifiques à la sexualité. Et du coup, ces contextes festifs, ça va orienter, enfin, les contextes vont orienter la possibilité et la probabilité d'aboutir à une interaction sexuelle. Donc, un exemple, une proposition sexuelle de la part de son ou sa partenaire en pleine rue, en pleine journée, va avoir plutôt moins de chances d'aboutir qu'une proposition sexuelle dans le lit conjugal, le soir, et, enfin, voilà, et avec un contexte un peu plus, qui est considéré comme étant plus, j'ai perdu le mot, plus adapté à ce type de proposition. Donc ces éléments-là vont permettre de mieux comprendre le deuxième cas, donc avec l'idée d'un consentement qui est situé dans un cadre, et donc là, le cadre, c'est celui d'un cadre festif alcoolisé. Parce que du coup, les espaces festifs comme les bars, notamment, ou les soirées chez des amis, vont être considérés comme des lieux de rencontre. Donc, potentiellement, des lieux où la sexualité est envisagée ou envisageable. Sauf qu'elle n'est pas envisagée en public, elle s'envisage plutôt sur l'après-soirée. C'est ce fameux contexte de prendre un dernier verre chez soi. Et quand une personne va accepter ce déplacement du lieu festif, ou en tout cas du cadre festif à un cadre plus privé, donc soit le domicile d'une personne, soit une chambre, au sein du même domicile où il y a la fête, il y a une forme, du fait de ces scripts, il y a une forme d'entendement collectif sur le fait que la personne consent à une relation sexuelle. Car avec l'idée que les personnes, en suivant, enfin en s'isolant, savent très bien ce qui va se passer. Donc c'est la manière dont le script sexuel est censé se dérouler. Parce que du coup, dans les études typiquement sur le consentement sexuel, il y a des modèles types qui sont élaborés, et on voit qu'il y a notamment une stratégie qui est verbale mais non directe, c'est-à-dire tenir des propos implicites pour stipuler qu'on voudrait une relation sexuelle. Donc c'est très sous-entendu, donc ça va être des phrases telles que on va se coucher, ou est-ce que tu veux continuer la soirée chez moi? Et ces phrases-là, toutefois, elles ne sortent pas de nulle part, c'est-à-dire que deux personnes qui n'ont pas du tout interagi lors de la soirée, il y a peu de chances que ça aboutisse si l'une va voir une autre personne et lui dit « tu veux venir chez moi ?» s'il n'y a pas eu d'interaction de séduction avant. Donc, finalement, ces phrases-là constituent une sorte d'étape où on va... je ne sais pas comment exprimer ça. Ça va être une sorte d'étape dans le script sexuel dont on va déduire le fait que la relation sexuelle va aboutir. Et justement, les personnes qui vont se rétracter au dernier moment, donc après avoir accepté d'aller chez quelqu'un, vont être considérées comme bon, je ne sais pas comment dire ça, pardon. On va reprendre. Du coup, donc, notamment dans le cadre de soirées publiques, de soirées dans lesquelles justement il y a des pairs, il y a des amis qui ont une fonction de contrôle social quelque part, ou en tout cas de venir valider le rôle que l'on performe. Et c'est là où il y a une dimension genrée qui est importante, car le regard des pairs va venir valider, c'est une notion un peu compliquée, c'est une notion qui s'appelle l'hétéronormativité, et du coup c'est le fait que la performance de genre que l'on dégage
quand elle est normalisée, c'est-à-dire que si on est perçu comme une femme, il faut agir comme une femme. Et si on est un homme, enfin, si on est perçu comme un homme, il faut agir comme tel, et il faut que nos attitudes soient en adéquation avec le genre que l'on performe. Et du coup, quand il y a un public, c'est là où ces performances de genre vont être quelque part des épreuves pour valider l'identité même de la personne. Du coup, dans le cadre de séduction ou en tout cas de sexualisation, par exemple, pour illustrer très concrètement, les hommes que j'ai rencontrés m'ont dit que s'ils étaient vus en train de draguer une personne en public, ils se devaient de finaliser, d'aller au bout de la relation sexuelle pour justement assurer, pour vraiment, voilà, avec cette idée de conquête, quelque part, de butin qu'on ramène chez soi et qu'il faut ouvrir. Et les femmes, elles mettaient en avant justement le fait plutôt de ne pas passer pour des allumeuses qui assumeraient pas. Pareil, il y a toujours ce côté d'assumer ce qu'on a fait en public, de l'assumer dans le privé, mais quand même genré, puisque la femme, ça va être plutôt le fait de accepter les avances plutôt que l'homme va être plutôt dans ce sens d'initier. Alexia, 5 minutes. Ok, du coup... Bon, du coup, je vais sauter. Un élément qui me semblait du coup très important à évoquer, c'était le fait que l'alcool pouvait générer des situations de sexualisation parce que dans le fait où ça immobilise des personnes sur le lieu. Et notamment chez les femmes, on va avoir l'idée qu'il vaut mieux rester sur place après une soirée alcoolisée plutôt que de rentrer chez soi seule en marchant dans l'espace public. Une idée qui est alimentée par les fictions, mais aussi par la justice ou par le cadre institutionnel de manière générale. Donc du coup, il y a l'idée assez forte que la menace vient du dehors et qu'en restant dans le lieu où se déroule la fête, il y aurait moins de risques. Sauf que, en fait, j'ai des témoignages sur des personnes qui se sont retrouvées dans ce contexte-là de partager un lit ou une chambre avec une personne de la soirée. Donc quand c'était hommes et femmes, du coup, elles se retrouvaient à devoir... réguler des propositions sexuelles de la part de l'homme avec qui elle partageait le lit, non pas parce qu'il y avait une séduction entre eux, mais parce que le fait même de se retrouver dans un contexte alcoolisé, dans le même lit, alimente le scénario selon lequel les deux personnes, du coup, devraient avoir une relation sexuelle. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, cette idée d'immobilisation et de se retrouver finalement dans une situation qu'on n'a pas du tout, dont on n'a pas eu envie, peut quand même mener à ces zones grises-là, non pas par le fait d'être trop intoxiqué, mais vraiment par le contexte que ça génère. J'ai fini les 5 minutes. Il reste 2 minutes. 2 minutes. Et du coup, il y avait aussi des justifications justement de la part des femmes sur ces situations-là, en disant finalement, j'étais trop bourrée, ou alors je l'ai suivi chez lui, donc je savais bien ce qui m'attendait finalement, ou j'avais commencé à flirter avec lui, donc j'ai pas refusé qu'il vienne se coucher à côté de moi. Donc quelque part, il y a une forme de rationalisation du consentement par dépit, puisque la relation sexuelle a eu lieu et qu'elle ne ressemble pas aux représentations du viol
qu'on peut avoir en tête, donc un viol violent, contraint, qui va se dérouler plutôt dans l'espace hors de l'intime, et avec l'idée que puisque c'est pas un viol finalement, c'est que c'est consenti. Voilà. Merci beaucoup Alexia pour cette présentation. Merci beaucoup aussi pour cet exercice qu'on t'a demandé de faire spécialement pour cette présentation, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit au début, les questions qui tournent autour de la drogue et de l'alcool n'ont pas été pour l'instant au centre de tes recherches et de l'analyse que tu as fait de ton matériau d'entretien, qui est très riche. J'en profite pour vous conseiller le livre qu'Alexia a publié l'année dernière, qui s'appelle Trouble dans le consentement. Voilà, un très beau titre, un livre très intéressant. Merci beaucoup pour avoir joué le jeu de la dimension géographique. Donc voilà, je voulais juste insister sur le fait qu'Alexia a accepté 2 défis dans cette présentation, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est une présentation extrêmement intéressante d'un point de vue géographique, puisque tu montres bien comment le déplacement dans l'espace en revient à être une immobilisation. Le terme que tu utilises est très fort, parce qu'on est déjà avec le terme immobilisation dans le terme, un terme qui est dans une proximité avec la notion de contrainte, qui est dans la définition légale du viol, en fait. Le passage de la maison, du salon, de la terrasse où tout le monde fait la fête, à une chambre isolée, ou le passage d'un lieu de sociabilité à le domicile de quelqu'un. Le fait de dire dans une soirée, bon ben voilà, je vais pas rentrer chez moi parce que j'ai trop consommé, donc je reste chez toi, eh bien, impacte énormément la capacité des personnes, et d'après ce que j'ai compris, surtout des femmes, à pouvoir réfléchir et formuler leur consentement. Et tout ça en lien avec l'espace, mais aussi avec la consommation d'alcool. Donc merci beaucoup pour cette preuve de plus que space matters, que l'espace compte, est important, et il y a des effets dans les relations de pouvoir. Est-ce que vous avez des questions à Alexia? On va essayer de se limiter à un petit quart d'heure pour rester dans notre planning. Merci Alexia, oui, d'autant plus qu'effectivement on a compris que vous sortiez de votre thème dédié de recherche pour réexploiter des données que vous n'aviez pas traitées a priori, donc ça c'est toujours un effort intéressant. Mais félicitations, parce que ce que vous venez de dire et de décrire avec les zones grises, alors je vais parler pour le coup en tant que psychiatre, c'est exactement ce qu'on entend dire par des personnes dans l'après. C'est-à-dire quand ils viennent nous voir pour des troubles de l'usage de substances, vous avez parlé de l'alcool, mais on voit la même chose en version moderne avec le GHB, le GBL, les solvants, enfin tous les produits qui peuvent mettre dans des états un peu seconds de vulnérabilité et de fragilité, disons. Ce qui est dit après, c'est que c'est extraordinairement traumatisant, en fait. Alors, être violé, c'est horriblement traumatisant. Mais ce que disent ces personnes, c'est qu'elles ne peuvent même pas dire qu'elles ont été violées, parce que tout le monde leur dit, s'ils en parlent autour d'elles, mais enfin, tu savais où t'allais. C'était là. Je me souviens d'une jeune femme lycéenne qui était allée dans un café, un bar de nuit bien connu près de Saint-Jean, et tout le monde lui disait, mais enfin, t'es allée dans la gueule du loup, tu savais pertinemment, etc. Et en plus, en prenant des produits, enfin, le danger était total. On peut avoir des histoires où, effectivement, les personnes se souviennent vaguement d'avoir accompagné quelqu'un chez lui, et où tout le monde les avait vus sortir en rigolant, et donc penser que le consentement était évident. On a des histoires avec des jeunes dans au Cap Ferret, avec des villas où ils se retrouvent à 8-10, la fille ou le garçon demain ne se souvient plus trop de ce qui s'est passé, ses copains lui montrent, on a l'impression que c'est la joie et l'abondance, alors qu'en fait c'était quelque chose de non consenti au sens où vous l'entendez. Et en version chemsexeur, typiquement, on entend des choses comparables, alors pas tellement sur des histoires d'équivalent de viol, mais où les gens sont allés plus loin que ce qu'ils auraient souhaité en termes de pratiques sexuelles, ce que vous avez décrit tout à l'heure. Et où après coup ils se disent mais c'est pas moi ça. Et de fait c'est horriblement traumatisant, parce que c'est traumatisant en soi, et parce qu'en plus ils se demandent mais finalement
Je suis co-acteur de cette histoire-là. Enfin, j'ai été moi-même dans l'histoire. Enfin, je n'étais pas proprement parlé une victime. J'étais quelqu'un qui me perçoit a posteriori comme ayant été acteur de cette affaire-là. Et c'est comme ça que m'ont vu souvent les gens qui étaient autour, qui étaient témoins. D'autant plus que la plupart du temps, les produits, on parlait du GHB, c'est pas pareil évidemment quand c'est fait à des fins de soumission chimique que la personne ne sait pas, qu'on lui administre le produit. Tandis que quand il le prend consciemment dans un endroit à risque, bon, de fait. Alors évidemment, le côté psy va faire qu'on se rend compte d'une part que ça peut être un motif de consultation, parce que les gens disent ça c'est pas en harmonie avec moi-même, il faut que j'arrête. Et ils se rendent compte qu'en plus le traumatisme est tel que ça va être un facteur déclenchant de la récidive de prise de produit. C'est-à-dire, vous parlez d'amplification des zones grises, mais les zones grises amplifient la prise de produit pour essayer de baisser justement ce stress, cette culpabilité, ce traumatisme. Ce qui fait qu'on risque d'entrer dans un schéma tout à fait négatif où se pose la question pour le coup de la demande de soins. Et puis l'autre élément, alors encore plus psy, c'est qu'hélas, quand on creuse ces zones grises, on se dit mais pourquoi une personne se jette de manière récurrente dans la gueule du loup ? Il peut arriver, c'est pas systématique, que ce soit la récurrence en fait de traumatisme infantile et d'agression, de viol, et où la personne se disait mais en fait je le connaissais, il me séduisait, je me laissais faire, j'étais content d'être avec lui, d'être reconnu, etc. Et c'est cette ambiguïté parfois qui fait que ces personnes-là ont tendance à le faire exprès évidemment, à réitérer. Mais donc merci. Alors juste, je nuancerai le côté, vous avez dit faire exprès de réitérer ? C'est la façon dont ces personnes peuvent en parler, c'est-à-dire la réitération est à la fois quelque chose de redouté, vous parlez d'ambivalence. Et en même temps, on se dit, mais pourtant c'est moi qui vivais volontairement, c'est comme si je le faisais exprès, c'est pas me remettre dans l'histoire. Et ça peut être vu comme ça par l'environnement social. Mais du coup, il y a quand même un fort impact social sur... Bon, après, de toute façon, ça va forcément être les divergences entre nos deux disciplines. Mais je pense qu'il y a un fort impact social sur ces questions-là et que c'est très intéressant de prendre en compte les rapports de pouvoir, en fait, très concrètement, qui viennent s'immiscer justement dans cette réitération, dans cet effet de répéter, de se retrouver dans les mauvaises situations, mais on peut aussi tout à fait voir que finalement, en fait, ces mauvaises situations sont banales. Je ne sais pas si c'est très clair. Et sur la question de traumatisme, du coup, les personnes avec qui j'ai eu des entretiens, il n'y avait pas tellement ce côté traumatique, et c'est justement ce qui les faisait aussi pencher sur la balance de « c'était pas un viol », parce que justement, j'étais pas traumatisée. Il y a vraiment cette forte idée que le viol, c'est quelque chose qui vient, qui est... Je ne dis pas du tout que le viol n'est pas dévastant, hein, mais avec l'idée que voilà, le viol est quelque chose qui vient briser complètement la personne. Et comme ces personnes-là ne se sentaient pas du tout brisées, du coup, elles se disaient, bon ben voilà, ça n'est d'autant plus pas un viol que ça n'a pas de conséquences directes. Merci. D'autres questions ? Non ? Oui, Laurent ? Oui, moi aussi j'ai été absolument séduit par ton intervention sur du coup les cadres ordinaires finalement des injonctions sexuelles, qu'ils soient conjugaux ou festifs, et je trouve que c'est précisément l'intérêt de ton travail très goffmanien finalement, d'avoir mobilisé comme ça systématiquement les relations que le cadre et les situations entretiennent, et en particulier en zone grise, en situation flottante, où pour le coup on voit bien les inversions que tu proposes aussi, où pour le coup tu dis que cette femme qui a bu va effectivement performer ce dont on pense qu'on attend d'elle auprès d'un mari qui du coup ne s'y attend pas mais va profiter de la situation en disant bon ben c'est maintenant ou jamais. En cadre conjugal, je trouve que c'est à la fois très, très juste et très fin, parce qu'on est dans des espèces comme ça d'ethnographie de scripts sexuels dont on oublie de rendre compte à quel point elles sont à la fois ordinaires et exceptionnelles. Mais là n'est pas effectivement ma question. Ma question, c'est encore une question comparative qui renvoie aux espaces. C'est qu'en amont, tu nous parles effectivement d'une enquête qui a lieu à la fois en milieu hyper-urbain à Bordeaux et en milieu hyper-rural à Mende. Donc effectivement, ma question, c'est de savoir si tu observes globalement des différences dans tes cadres d'analyse entre ces deux situations a priori distantes et difficiles à comparer.
Alors du coup, je me suis peut-être avancée dans ça. C'est que pour l'instant, j'ai pas d'éléments comparatifs puisque je suis encore sur les entretiens en Lozère. Donc, et j'en ai pas suffisamment pour pouvoir déjà avoir des éléments de comparaison. Sachant que voilà, les entretiens, enfin, c'est une étude la thèse est une étude qui poursuit le travail que j'ai fait dans le mémoire, mais pour autant, je développe plutôt d'autres questions. Donc, même les entretiens que j'ai fait à Bordeaux pour le mémoire de master ne sont pas comparables avec ceux de la Lozère. Donc, je vous dirai ça dans 2 ans. Ouais. Très bien. Une petite remarque de ma part par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Delisle, sur le traumatisme que vous voyez chez vos patients ou usagères. Et Alexia, tu viens de dire que parmi les personnes que tu as rencontrées, très peu ont vécu ça comme un traumatisme. Et la question, c'est de savoir sur la durée, qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'estime de soi. Est-ce que ça laisse vraiment les personnes intactes quand ces situations sont systématiques, répétées, sur des relations ponctuelles, sur des relations d'une soirée ou sur des relations sur le long terme. Et une deuxième petite question, j'en profite. Tu as évoqué un article de 2020 qui porte sur drogue et consentement, mais tu ne nous as pas donné plus d'informations là-dessus. Tu veux le oui, titre juste avoir exact les auteurs, autrices et la revue, si tu l'as sous la main, bien sûr. Ouais, je l'ai là. Du coup, c'est de Lauren Smith, Caterina Colocotroni et Tamara Turner-Moore. Okay. Et l'article s'appelle « Making and Communicating Decisions about Sexual Consent During Drug-Involved Sex, a Thematic Synthesis ». Encore une fois ouais. Le titre oui. En entier Oui. Making and Communicating Decisions about Sexual Consent During Drug-Involved Sex. A Thematic Synthesis. Dans le Journal of Sex Research. Okay. De janvier 2020. Quand on aura la vidéo au complet, on mettra le lien oui, je peux le... dessus, dessous, dedans, je ne sais pas. Et du coup, c'est... je crois que ce sont des psychologues, par contre. D'accord. Non, c'est des chercheuses en sciences sociales. Et du coup, sur la première question, c'était sur la dimension traumatisante. Oui. Des répétitions. Oui, sur le long terme. Les personnes qui m'ont raconté ça, les faits avaient pu se dérouler de manière ancienne. Ça dépend. En fait, il y a des personnes qui l'ont... les personnes qui ont ressenti ce traumatisme mettaient le mot viol dessus. Les personnes qui, du coup, n'en parlaient pas, parce que, des fois, il y a des personnes qui en parlent sans mettre le mot de viol, mais on ressent aussi l'émotion qu'il peut y avoir derrière. On ressent quelque chose qui, quand même, est là. Et surtout, moi, en ayant beaucoup travaillé sur les violences sexuelles, même de manière militante aussi, je connais tous les mécanismes, la mémoire traumatique, des choses comme ça. Je connais un peu ces trucs-là, donc j'arrive à voir aussi les éléments du discours qui peuvent indiquer certaines conséquences, mais les discours les plus émotifs que j'ai eus, c'était vraiment sur des personnes dont on parlait et qui vraiment se posaient la question du viol ou non. Sur ces questions de zone grise, les personnes avaient choisi de le ranger, de le rationaliser comme étant tout au pire une expérience mauvaise, une mauvaise expérience. C'était pas... Et
Mais après, j'ai pas le recul nécessaire, enfin je les recontacte pas. Elles ont mon mail, donc elles peuvent m'écrire si elles le souhaitent, mais après je leur donne justement des documents, des fanzines féministes qui expliquent un peu enfin voilà, sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour continuer les recherches ou mieux comprendre certaines choses. Mais voilà, mais j'ai pas de retour. Non. Ouais. D'accord. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup, Alexia.